Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Olivier. Bonsoir Nathalie. Bienvenue à vous ce soir pour cette nouvelle émission dans ce camp d'été autour du tarot. Ça sent bon la chaleur, ça sent bon le beau soleil, si on ne tient pas compte des orages et des tempêtes qu'il y a Ouais, mais ça c'est chez la nous. nuit. Les orages chez nous, c'est la nuit quand tout le monde est en train de dormir et du coup ça nous réveille bien. Mais on est le 16 août, on est le 16 août et on arrive tout doucement vers la fin du camp d'été qui, je vous le rappelle, finit le 3 septembre, le dimanche 3 septembre. Ce sera la fin, la clôture du camp d'été avec Tarot Academy, avec Nathalie et moi-même. Et le 16 août, c'est aussi le jour après, le jour préféré de mes chats, puisque hier on était la mi-août. Exactement, exactement. Alors ça tombe bien que tu parles du jour. J'ai lu dans mon grimoire magique qu'aujourd'hui on était la Saint-Roch. Et vous savez, la Saint-Roch, c'est justement ce personnage qui est représenté par le mat. Oui, il y a mon chat, il y a Ophélie qui hurle. C'est parce que j'ai fermé la porte du bureau et elle aime bien être avec moi. Elle n'est pas contente. Bref, donc si vous entendez miaou, c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est Ophélie. Donc je disais Saint-Roch, oui, Saint-Roch qui est en lien avec, je sais plus ce que je disais. Oui, Saint-Roch, aujourd'hui je suis perdue. Ça commence fort. Excellent. Ouais. Donc, Saint-Roch. en lien avec l'arcane du mat, puisque vous savez que c'est ce pèlerin qui va faire ce parcours initiatique, etc. Et donc, finalement, Saint-Roch est un archétype aussi du mat. Et voilà, je voulais faire un lien subtil avec Non, mais c'est ça, c'est très bien. comment dire, le titre L'imagerie de l'émission, Saint-Roch. Ouais. voilà, et puis l'objectif de l'émission d'aujourd'hui, où on va vous parler des archétypes du tarot et comment décoder ces archétypes. Ça promet, si j'arrive pas à mettre une idée une devant l'autre, ça va être un live décapant. Moi, je vous le dis aujourd'hui. C'est parfait. Je vous assure, j'ai pas encore pris l'apéro. Hein. Il n'est pas encore passé. Je pense que hier, trop de soleil. Hier, vous avez vu, Voilà, trop de j'étais à soleil. l'extérieur. Voilà, ça fait ça. En tout cas, bonjour à vous toutes. Bonjour Alexandra, bonjour Seb, bonjour Véronique. Voilà, et tous ceux que je ne vois pas qui sont sur Facebook aussi ou dans le groupe Taromania également. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à vous. On va donc démarrer ce live, mais avant, vous savez, je voulais vous parler de 2-3 petites choses. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez nous rejoindre aux ateliers que l'on propose le dimanche. On a déjà eu justement une première partie de l'atelier sur l'œuvre alchimique. Donc, vous savez que je vous parle souvent justement de l'alchimie dans ma formation, etc., de ce que représentent les cartes, etc., par rapport à ce grand œuvre et cette notion ésotérique alchimique qu'on va retrouver dans les arcanes du tarot. Et pour le coup, je voulais faire un live pour vous montrer concrètement comment on peut, à travers un tirage alchimique, en passant par l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge, comment arriver justement à transformer ce plomb, ce qui nous plombe en or. Donc on a déjà eu ce premier live sur l'œuvre au noir dimanche, donc qui est disponible sur notre plateforme Patreon, dont je vais laisser faire la promotion à Olivier dans une seconde. Ah, voilà, c'est super, merci. Et on aura donc 2 ateliers encore pour poursuivre justement ce parcours alchimique avec l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge, donc dans les 2 derniers dimanches de ce camp d'été. Alors bien sûr, si vous n'avez pas fait le premier œuvre noire, c'est pas de problème. Vous pouvez très bien aller voir le replay qui est disponible sur Patreon, préparer un petit peu votre travail si vous avez envie, mais sinon vous pouvez embarquer directement dans l'œuvre au blanc ou dans l'œuvre au rouge et vous prendrez les replays au fil du temps parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir, comment dire,
des informations extraites du premier live, du premier atelier pour réaliser le deuxième ou le troisième. Ils sont indépendants les uns des autres. Par contre, ils sont complémentaires les uns des autres puisqu'on veut faire bien sûr le parcours du grand œuvre en entier, c'est-à-dire de l'œuvre noire à l'œuvre rouge. Et donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur les ateliers. Sur Patreon, Olivier, je te laisse la parole. Mais sur Patreon, c'est une plateforme que vous avez découvert cet été puisqu'on l'a mise en place début du camp d'été, simplement pour partager avec vous des contenus que l'on ne va pas mettre sur le site web, ni sur Facebook, ni sur aucun autre réseau social, et ça vous permet de nous soutenir un peu dans notre travail. Alors quand je dis nous soutenir, c'est pas de vous vider les poches complètement. Pour 3 euros par mois, eh bien en fait parce que ça fonctionne par système d'abonnement, vous allez déjà avoir accès à toute l'antériorité du contenu qu'on a pu mettre jusqu'ici sur Patreon. Vous allez avoir accès à tous les ateliers donc qui ont déjà été mis en place par Nathalie chaque dimanche de cet été et à divers articles que nous mettons aussi sur Patreon sur le sujet du tarot, de la magie, de l'ésotérisme, de l'alchimie, de la cabale. Et d'ailleurs, pour le scoop, aujourd'hui, il vient de sortir un nouvel article de Nathalie sur la quête de la réintégration de notre étincelle divine à travers le tarot. Donc, on part du concept de Martinez de Pasquali, qui est un mystique du XVIIIe siècle. Alors moi, je vous en parle parce que j'ai lu l'article en primeur et je suis allé le poster pour Nathalie sur Patreon. Donc, il est disponible, vous pouvez y aller. C'est sur patreon.com/tarotacademy. Et vous vous connectez. Si vous êtes contributeur, eh bien vous avez accès directement. Et si vous n'êtes pas contributeur, eh bien merci de le devenir ou de faire ce que vous voulez. En fait, soyez libre de faire ce que vous voulez. Sentez-vous libre, comme on dit. Exactement. Merci Olivier pour ce rappel et de cette annonce pour le compte Patreon. Et puis vous savez, les lives qu'on vous présente, toutes ces émissions, tous ces enseignements, ces petits tips que je vous partage tout au long de ce camp d'été, c'est aussi en lien bien sûr avec une formation que je propose dans l'Académie du Tarot qui est découpée en trois parties. Et je vous propose justement jusqu'à la fin de ce camp d'été de bénéficier, vous le voyez qui circule en bas, un petit code promo de moins 20%. Donc le code c'est Académie 20, tout en majuscule, sans accent, sans rien et tout attaché. Et avec ça, vous allez avoir 20% sur une formation donc qui est la première partie d'une formation en tripartie. Mais exactement comme les œuvres, les différents petits œuvres du grand œuvre alchimique, chaque partie est indépendante, mais en même temps complémentaire les unes aux autres. Et cette première partie, donc je vais vous la montrer rapidement dans 2 minutes, c'est vraiment pour avoir accès aux arcanes majeurs. Alors avec la vision ésotérique que je vous propose, on va parcourir chaque lame, bien sûr. Si vous ne connaissez pas le tarot, vous êtes la bienvenue aussi dans cette formation puisqu'on va découvrir de façon traditionnelle, entre guillemets, ce que chaque carte signifie. Mais on va aller plus loin encore en apprenant justement à découvrir l'alchimie, le lien avec l'alchimie, la kabbale, l'astrologie, la numérologie, les runes et la langue des oiseaux. Et puis je ne sais plus, il y en a une dizaine comme ça, différents, qui sont différentes approches ésotériques et avec lesquelles je retrace justement le lien et les significations, les symboles cachés, ce que ça signifie, les oiseaux, les boucliers, les objets, les sceptres, les couronnes, les échelles, les machins, les trônes, etc., les habits, les couleurs, tout ça, toute cette symbolique aussi riche qui est dans le tarot. On va décrypter tout ça dans cette formation et donc avec ce code Académie 20, eh bien vous allez pouvoir justement, en plus de beaucoup de bonus comme vous le voyez à l'écran, bénéficier d'une belle remise sur cette formation, donc première partie d'une formation plus globale. Et puis, voilà, tout ça c'est bien dit. Tout ça, on a fait nos 5 minutes de promo, merci d'être resté. Merci, exactement. Alors, j'ai un utilisateur Facebook. Alors, je ne sais toujours pas qui c'est. Je ne sais pas qui se cache derrière cet utilisateur mystère. Mais en tout cas, il aime bien ou elle aime bien les textes sur Patreon. Et puis, on peut forcément un contributeur ou une contributrice. Exactement. Alors, je ne sais pas. Merci de vous identifier, utilisateur ou actrice Facebook mystérieuse. C'est bien, on a des admirateurs, tu vois, mystiques, mystérieux qui sont là aujourd'hui. Revenons donc à nos moutons finalement pour décoder les archétypes du tarot. Ah oui, si, tu vois, je suis vraiment... Il n'y a pas d'organisation aujourd'hui dans ma tête.
Restez bien jusqu'au bout parce que vous le savez, on a décidé de vous offrir des cadeaux tout au long de ce camp d'été. Et aujourd'hui, bingo, c'est le jour des cadeaux. Donc, on vous fera un petit tirage au sort à la fin de cette émission avec les personnes qui sont encore là. Vous le savez, je vais faire un tirage au sort parmi ceux qui ont commenté dans le chat. Donc, n'hésitez pas même à mettre un petit coucou, un petit bonjour. Ça vous permettra de Un smiley. participer. Ouais. Voilà. Ça vous permettra de participer tout à l'heure au tirage au sort que je ferai pour vous faire gagner un super cadeau en lien avec le tarot, bien sûr, puisqu'on est dans l'Académie du tarot et le camp d'été autour du tarot, oui, forcément. Je crois que j'ai fait le tour, cette fois-ci, on peut y aller. Je retiens la phrase qu'il n'y a pas d'organisation dans ta tête. Donc, je retiens le... Exactement, exactement. Ah ben voilà, je me disais exactement, l'utilisateur Facebook, c'est Gilles. Ben, bonjour Gilles, bienvenue et merci à toi. Donc, Jung et les Jung archétypes. et les archétypes. Donc, faire le lien, justement, on va essayer de faire le lien avec ces fameux archétypes et de Carl Gustav Jung, qui était, vous savez, un médecin psychiatre suisse qui a vécu au début à la fin du 19e, début du 20e siècle, et avec nos arcanes du tarot. Donc, ce lien-là, il est un petit peu particulier. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, déjà d'emblée, c'est une approche qui peut sembler assez intéressante, surtout quand on ne connaît pas peut-être de façon très profonde la signification des arcanes. Ça permet peut-être de les placer les uns et les autres dans des petites cases, voilà. Et c'est pour ça que je dis petites cases parce que c'est assez réducteur de mettre un arcane aussi riche derrière juste un archétype, quel qu'il soit. Et donc, du coup, on peut quand même explorer cette piste-là, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus riches en termes de symbolique et de liaison qu'on peut faire avec les arcanes. Il faut savoir que justement, les archétypes de Jung, ce sont des concepts qui sont fondamentaux, des concepts qu'il a extraits par rapport à sa théorie de la psychologie analytique. Il faut voir ça un petit peu comme des images primordiales ou des symboles universels qui résident quelque part dans l'inconscient collectif. Vous savez, on a notre propre inconscient, chacun, j'ai le mien, Olivier a le sien, vous avez le vôtre. Mais on a aussi ce que moi j'ai appelé par le biais d'autres recherches la conscience non locale, cette source, et c'est ici que se rejoignent toutes les consciences dans ce fameux inconscient collectif. C'est comme une sorte de mémoire partagée de l'univers. Voilà, et ça va permettre, enfin, ça va indirectement influencer nos propres pensées, nos propres comportements, peut-être aussi nos rêves, voilà, etc. Tout ce qui touche à notre partie inconsciente finalement. Et tous ces archétypes-là, finalement, ce sont vraiment des modèles, on appelle ça des patterns en anglais, on peut appeler ça des motifs qui vont se former petit à petit au fil du temps par rapport à notre propre expérience, par rapport à l'expérience humaine de façon universelle. Chaque fois que l'on apprend quelque chose ou qu'on découvre, qu'on arrive à résoudre une problématique, eh bien, il y a une sorte d'archétype qui se crée et qui vient alimenter justement cet inconscient collectif. Si les archétypes de Jung, ils sont justement, comme je vous ai dit, des sortes d'images très basiques, hein, des images primordiales, je vous ai dit tout à l'heure, celles du tarot, elles sont beaucoup plus riches quand on regarde un arcane, quel qu'il soit, hein, mineur ou majeur, ou même si on prend les personnages de la cour aussi, ce sont des images qui sont riches de détails, de petits éléments, si ce n'est que la couleur qui dépasse d'une couronne, par exemple, ou d'un objet, tout a un sens quelque part. Et c'est tellement élaboré, ce qu'on va retrouver dans un arcane, que, comme je l'expliquais, l'associer à des images primordiales, des images aussi grossières dans le bon sens du terme, hein, c'est pas péjoratif, c'est un petit peu réducteur pour moi. Même si Jung, d'ailleurs, il n'a pas forcément fait ce travail-là lui-même, hein, d'associer les arcanes majeurs et du tarot à des archétypes spécifiques, rien ne nous empêche de le faire, de rattacher ces lames-là. D'ailleurs, je vais vous en proposer quelques lames tout à l'heure selon
le concept jungien et on s'amusera finalement aussi à parcourir les 22 majeurs et faire le lien avec un archétype à chaque fois pour vous montrer que finalement, on peut, avec un archétype, malgré tout, aller extraire quelque part la signification profonde de chaque carte. Et donc, malgré tout ce que je viens de vous expliquer, s'il y a vraiment une chose qu'il faut prendre en compte et qui est important de bien savoir, c'est que la symbolique de l'archétype, il faut jamais la prendre au sens premier du terme quand on va l'associer au tarot. Il faut vraiment que ça soit quelque chose d'assez général. Voilà, il faut pas la sens. Quand je dis au sens premier, c'est pas être dans la restriction stricto sensu de ce que le mot même veut dire. Il faut vraiment laisser voyager l'esprit. Donc voilà déjà par rapport à ça. Ce que je retiens beaucoup, c'est que quand même, les archétypes, ils sont le fondement même de notre existence personnelle, mais aussi de l'existence de ceux qui nous entourent et de notre environnement. Et franchement, c'est intéressant de travailler sur ces concepts-là. Même Jung, d'ailleurs, a été complètement fasciné par les archétypes quand il a construit et découvert le concept. Il a passé sa vie à les étudier. Et il pensait vraiment que les archétypes étaient comme des forces toutes puissantes qui façonnaient nos vies en dehors de notre propre volonté. Elles étaient là, elles régissaient notre vie par rapport à la manière dont nous faisions nos propres choix. Et donc, il a utilisé sa connaissance des archétypes pour aider d'ailleurs ses patients à mieux se comprendre eux-mêmes et à mieux comprendre leur environnement, bien sûr. Les archétypes du tarot, eh bien, en fait, en les créant, eh bien, ils sont similaires aux archétypes de Jung dans leur définition primaire, on va dire. Ils représentent des forces universelles qui existent dans tous les êtres humains. Et lorsque nous voyons finalement une lame du tarot, eh bien, nous voyons pas uniquement une image qui est simplement symbolique, comme tout à l'heure tu parlais de Saint-Roch et du pèlerin dans le tarot, mais nous voyons justement tous ces symboles d'une force j'aime pas la force divine, mais la force extérieure, la force supérieure à nous, qui existe autour de nous et qui vient nous renforcer en nous-mêmes finalement et qui vient se connecter avec nous-mêmes. Et c'est en ça que les archétypes peuvent nous aider à nous connecter à notre inconscient déjà et à surmonter toutes les difficultés de la vie pour atteindre notre plein potentiel. Moi, je me sers de ces archétypes en coaching et je pense que dans le tarot, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à le faire. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, moi, je vous conseille, c'est le livre Les racines de la conscience qui a été écrit par Carl Gustav Jung. Il en a fait toute une série, mais là, il entre vraiment dans la définition de sa vision des archétypes. Mais ça, c'est si vous voulez aller plus loin dans le sujet. Merci Olivier. Alors oui, je sais que Jung, il a défini de manière assez alimentée en description, etc., 12 archétypes primordiaux. On va pas forcément les passer tous en revue ici, mais j'aimerais juste en prendre 3-4 et faire un lien déjà avec ces archétypes purement jungiens pour vous montrer comment on peut les associer avec les arcanes du tarot. Donc, on va en passer quelques-uns en connus et surtout, on va peut-être prendre les plus populaires. Donc, dans ceux qui sont les plus connus, il y a, vous savez, tout ce qu'on appelle l'anima et l'animus. Cela, vous avez sûrement entendu parler de ces archétypes-là à un moment donné. Et pour vous montrer aussi qu'un archétype peut être double, on peut peut-être aussi commencer par ce combo justement anima-animus, c'est-à-dire de qu'est-ce qui pourrait évoquer cette dualité anima-animus, cet archétype duel. Eh bien, si l'archétype de l'anima, il va représenter justement, vous savez, la définition féminine qui est présente dans le cœur des hommes, je dirais, pour le situer quelque part, s'il fallait le situer. Et l'animus, c'est plutôt la composante masculine chez les femmes. Eh bien, en partant de ce principe-là, Jung, il a dit que notre nature, elle n'était peut-être pas forcément la nature humaine, notre nature à nous, notre nature n'est pas forcément découpée, morcelée, mais plutôt qu'au contraire, notre personnalité, c'était un ensemble cohérent. Donc, c'est un petit peu avec une vision beaucoup plus globale. Et donc, pour être pleinement accompli dans son être-té, eh bien, l'homme, il doit intégrer justement
des traits féminins et la femme doit intégrer des aspects masculins dans sa personnalité. Et c'est vrai que c'est des fois une difficulté pour certaines personnes d'accepter son côté masculin ou pour les hommes encore peut-être un peu plus d'accepter son côté féminin. Mais c'est ainsi que finalement on va se retrouver dans cette complétude de l'être. Et quand on regarde la combinaison de l'anima et de l'animus, qui symbolise, on va dire, une totalité, c'est une union. Ça me fait toujours penser à ce symbole du yin et du yang, qui viennent se compléter l'un l'autre et qui, au sein même de chaque partie, est un petit rond, vous savez, de la couleur de l'opposé. Donc c'est exactement ça finalement. On a un côté yang masculin avec un petit rond yin à l'intérieur et on a un côté yin avec un petit rond yang à l'intérieur. Et c'est exactement ce que représente ce combo anima-animus ici, qui va représenter donc l'union, la totalité, un être complet, un moi complet. Et si je voulais aller justement un peu plus loin avec le tarot, eh bien, cette notion de dualité qui devient un pour être complet, on va la retrouver dans des arcanes comme par exemple l'arcane de l'amoureux, qui va représenter, au-delà de représenter le choix, le doute, etc. Donc, sortez un petit peu des archétypes, justement, élargissez votre point de vue par rapport aux cartes. Et l'amoureux, lui, il va représenter l'animal, l'animus, le combo, parce qu'il représente l'union, le rassemblement des opposés, le rassemblement des dualités. Et il est un peu dans ce combo-là. Donc l'amoureux est une parfaite illustration par rapport au combo anima-animus. On a aussi l'arcane du monde, où on peut voir, peut-être à plus grande échelle qu'avec l'amoureux, cette union aussi qui est présente entre toutes les parties, puisque vous savez qu'il y a les 4 éléments qui sont présents sur l'arcane du monde, et le personnage central, eh bien, c'est l'union de tous ces éléments, c'est la quintessence. Donc là, encore une fois, on va récupérer toutes les énergies pour les matcher, les associer les unes aux autres dans l'objectif justement d'être un. Ouais. Et c'est bien de faire ce combo anima-animus parce que aujourd'hui, on prend l'anima et l'animus chacun de son côté. Hein. L'anima, rappelez-vous, on l'associe souvent à l'inconscient, aux émotions, à l'intuition, à la spiritualité. Et on représente souvent par des images telles que la mère ou la sorcière, la déesse, la chamane ou même la femme fatale dans notre époque plus contemporaine. Et l'animus, on l'associe souvent à la raison, la logique, l'action, la force physique. Et bien sûr, là, on va avoir l'image du père, du guerrier, du roi, du sage, qui vont rentrer en relation avec l'animus. L'anima et l'animus, le fait de les associer, eh bien, en fait, c'est vraiment quelque chose qui peut être très positif pour une personne qui arrive à rassembler ces deux éléments en soi. Ça va signifier que nous sommes capables d'intégrer notre aspect masculin, comme tu l'as dit, Nathalie, avec notre aspect féminin, ce qui est essentiel déjà pour nous, pour avoir une vie complète et épanouie, pour se comprendre l'un l'autre, parce que même si Nathalie et moi, nous sommes de la même espèce, entre guillemets, nous sommes des êtres humains, mais nous ne sommes pas pareils. Il y a un côté féminin, un côté masculin. Il faut qu'on puisse communiquer correctement, concrètement et se faire comprendre. Et c'est bien d'avoir une partie de l'autre en soi pour pouvoir échanger et comprendre les attentes de chacun. Et avec ça, vous êtes finalement capable de vous connecter également à vos émotions, à vos intuitions, à votre état spirituel et de vous connecter aux autres simplement pour avoir une relation plus significative. Pour un exemple concret, un homme qui serait capable d'intégrer son anima, eh bien, il pourrait être à la fois rationnel et intuitif. Il pourrait développer une forte sensibilité aux autres. Et une femme qui est capable d'intégrer son animus peut être à la fois émotive et logique. Elle peut être à la fois donc douce et forte et intellectuelle et améliorer ainsi nos relations intersexes. Exactement. Enfin, et ça, c'est par rapport à ce combo justement dont on vient vous expliquer, qui est une association où on est déjà dans la complémentarité de l'être. On est accompli. De toute façon, avec le monde, on est dans l'accomplissement. Si maintenant je reviens un petit peu en arrière, c'est bien, je vais faire dans le sens inverse du parcours initiatique. Pour une fois, ça change.
avant d'être dans cette complémentarité du combo anima-animus, eh bien, on peut être l'anima tout seul ou l'animus tout seul. Si on prend l'anima tout seul, l'anima, vous savez, qui représente les traits féminins de notre individualité, eh bien, tout comme l'animus, l'anima, elle peut se présenter sous des aspects, alors j'aime pas toujours dire positifs et négatifs, mais voilà, avec certaines polarités opposées, on va dire. Elle va exprimer d'une manière assez générale une énergie qui est vraiment une énergie ardente, passionnée, voilà, et qui se manifeste généralement par une personne qui pète le feu, comme on dit. C'est quelqu'un de rayonnant, d'enthousiasme, quelqu'un qui a la pêche, quoi, voilà. Ou alors, à l'opposé, complètement, une personne qui est dans la jalousie, qui est colérique, etc., etc., quoi. Donc, vous voyez, on a vraiment deux aspects vraiment différents. Et dans cette partie féminine, donc par rapport à l'anima, on pourrait y placer par exemple bien des cartes forcément assez féminines comme la papesse qui va nous rappeler la Sophia, la fameuse Sophia qui est l'archétype féminin d'où rayonne la sagesse et la compréhension. On va aussi avoir la force, par exemple, qui va évoquer justement cette force intérieure, cette persévérance qu'il faut avoir, quoi. Pas cette force physique, masculine, violente, vous savez, vraiment cette notion de force intérieure très féminine où on est persévérant, où on est dans la maîtrise intérieure, quelque chose comme ça. Et puis, on a l'impératrice, forcément, l'impératrice est l'anima. C'est la mère, c'est cette femme nourrissante, aimante, qui représente justement aussi peut-être la gardienne, même si la gardienne pourrait aussi correspondre à la papesse. Elle est peut-être gardienne aussi, l'impératrice, mais pas forcément de la connaissance comme le serait la papesse, mais peut-être plutôt de d'une bonne entrée dans la vie finalement. Voilà, un autre type de passage. Et puis là, je vous ai parlé de l'anima tout seul. On a forcément aussi le pendant qui est l'animus tout seul pour ces messieurs. L'animus Ah oui. avec cette facette masculine de notre personnalité et il reflète quelque part ici le côté rationnel, où on a besoin d'observer tout ce qui se passe, de réfléchir, de construire des schémas logiques dans notre tête, etc., pour que tout fonctionne bien dans nos vies. C'est un contraste avec ce que peut représenter aussi l'anima. Mais on est vraiment en... L'anima, vous savez, on est beaucoup plus dans la compréhension du cœur, la compréhension émotionnelle, intuitive. Et vous voyez bien qu'avec l'animus, on est à l'opposé. Donc, c'est deux perspectives d'une même personnalité, mais qui sont complémentaires, comme on le disait dans le combo tout à l'heure, anima-animus. Et ici, pour l'animus, si on voulait y mettre des arcanes, on pourrait par exemple y mettre l'ermite, qui serait par exemple l'archétype du vieil homme sage, etc., que l'on voit un petit peu plutôt comme une sorte de guide spirituel, même si c'est plutôt un chercheur qu'un sage, mais bon, peu importe. L'ermite aussi, donc l'ermite je vous ai dit, mais l'empereur, il pourrait aussi avoir cet archétype de l'animus, puisque l'empereur, il a un pouvoir justement de créer dans la matière. Il va créer de la structure, il va mettre en place des systèmes, il va édicter des lois, des règles. Donc, il est vraiment dans ce côté carré, logique, très animus, justement très masculin. Et de la même façon que l'impératrice représentait la mère, ben, l'empereur va représenter le père dans les types d'archétypes. Il n'empêche que tu parles de l'empereur, mais moi j'ai toujours l'image de l'arcane de l'empereur. Là, tu nous fais un beau dessin sur ce que représente son imagerie, hein, la structure, les lois, Mm. les règles, les choses carrées. Quand on regarde l'arcane dans ta version Grimaud, c'est plutôt le gars, on dirait qu'il a un cocktail, il est tranquille, adossé sur son trône, il attend Ouais. paisiblement que le temps y passe. Euh, c'est marrant. Moi, j'aime bien cette différence de perception quand même. Et ouais. Et c'est pour ça qu'il pourrait aussi être le persona. Ah, Qu'est-ce que l'archétype du persona? Le persona, ça va désigner vraiment
le masque que nous abordons tous et toutes. On a tous et toutes un persona. Vous avez beau me dire non, moi je suis réel tel que je suis, je me montre tel quel. Non, c'est faux. On a tous un persona, même s'il est inconscient, il est là, il existe. Et ce persona, c'est comme une sorte de masque que nous arborons finalement devant le reste du monde. C'est comment cette apparence finalement que l'on donne de nous, cette apparence extérieure, la manière dont nous nous décrivons, où les autres aussi nous perçoivent et où nous désirons aussi être perçus. On veut être vu comme ça et comme ça. Et quelque part, derrière ce persona, à travers ce persona, oh, on a de la visite. À travers ce persona, justement, on est dans un jeu de rôle. Voilà, on va jouer le rôle de quelqu'un, exactement comme un acteur dans une pièce de théâtre qui porte un rôle, qui porte un masque. Et donc, ce persona, eh bien, finalement, il est bien pratique parce que ce persona, finalement, quand on est dans des difficultés, eh bien, il permet de se détacher quelque part de notre personnalité, du persona. Si je me mets peut-être dans la peau, je ne sais pas moi, de Wonder Woman, j'aurais plus de facilité à faire des choses, peut-être des fois un peu dangereuses, un peu voilà. Alors que si je reste moi-même, si je reste Nathalie, je n'irai pas autant de l'avant que si j'étais dans la peau de Wonder Woman. Là, j'ai vraiment pris des extrêmes, mais c'est pour vous montrer qu'avec un persona, on ose davantage faire certaines choses, on a plus confiance en soi parce qu'on n'est pas nous, justement. On incarne quelque chose d'autre à travers un masque que l'on porte. Et dans cette représentation de l'archétype du persona, eh bien, il y a le battleur, la toute première arcane numérotée, justement, des arcanes majeures. Le battleur, c'est le maître des illusions. Vous savez, dans le Rider-Waite, on l'appelle le magicien. C'est le maître de la transformation, justement, des pensées intérieures, voilà, en quelque chose qu'il va manifester à l'extérieur. Il est doué pour ça, même s'il ne sait pas encore le faire. C'est pour ça qu'il va passer par l'impératrice et l'empereur pour mettre en œuvre ses pensées intérieures en quelque chose de concret. Mais il a cette capacité quand même. Et en tant que magicien, eh bien, il est justement dans cette comment dire, facilité de nous faire croire que c'est un benet, un amuseur de rue, un jongleur, ce que vous voulez, alors que au contraire, c'est un être qui est plein de ressources, qui est plein de potentiel et qui peut aller très loin dans la vie. Donc, encore une fois, l'habit ne fait pas le moine. Ne vous fiez pas aux apparences du battleur et voilà, allez enlevez-lui ce persona quand vous voulez aussi aller plus loin en profondeur dans le travail avec le battleur. Mais tu as raison de dire que l'habit ne fait pas le moine et qu'on a tous finalement un masque. Hein. Jung a comparé le persona à ces fameux masques de théâtre italien qu'on connaît tous, qui permettent de montrer des émotions diverses, des aspects de l'être humain divers. Comme un acteur, nous aussi, on utilise les personas pour jouer un rôle dans la société, c'est ce que tu as très bien dit. Nous adoptons un certain nombre de comportements, d'attitudes, nous avons certaines valeurs qui se conforment à ce que nous pensons être la meilleure forme de communication avec les autres au moment et à l'endroit où nous nous trouvons. Un exemple concret, c'est par exemple lorsque nous rentrons dans un musée, eh bien on adopte un masque de persona. On va être plutôt dans le silence, dans le respect du lieu. On va essayer d'être le plus discret possible pour que tout le monde puisse profiter d'un endroit un peu solennel, un peu particulier. Un autre persona, c'est comme nous sommes dans notre voiture et que on se fait embêter par un autre automobiliste, on rentre dans une colère noire, on a envie de montrer à l'autre qu'on est agressif, dangereux, qu'il n'a pas intérêt de se frotter à nous. Parce qu'on entre dans une autre catégorie de personnalité, on est dans un persona différent. Ça ne veut pas dire que nous sommes quelqu'un d'effacé comme dans le musée ou quelqu'un de colérique comme dans un petit accrochage en voiture. Ça veut dire que nous avons des multiples personnalités et que ces personnalités, elles ont toutes un masque qui amène des valeurs, des émotions, des aspects différents de communication que nous allons mettre en œuvre à certains moments. Moi, je suis toujours très curieuse. Alors, j'aimerais bien savoir, vous qui nous regardez ce soir,
Est-ce que vous aviez déjà entendu parler justement de ce persona? Et maintenant qu'on vous l'a expliqué, est-ce que ça a fait tilt? Est-ce que vous avez reconnu un de vos personas? Parce que bien sûr, les personas étant à chaque fois un masque, on peut en avoir plusieurs. Et est-ce que vous avez justement peut-être reconnu en vous disant, ah oui, tiens, je peux avoir plusieurs personas à mon actif? Je suis assez curieuse, donc n'hésitez pas à le noter dans le chat, dans les commentaires pour partager ça si vous pensez vous aussi avoir plusieurs personas à votre actif. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas une tare, hein, je veux dire, c'est pas, on Non, au fonctionne. contraire. Le fonctionnement de l'être humain normal se passe comme ça. Nous Mm. avons tous nos masques, nos différentes personnalités, enfin, c'est pas vraiment des personnalités, mais nos différents aspects qui se présentent à des moments évidents. Donc, on passe tous par là, donc n'hésitez pas à le dire si vous avez envie de le partager avec nous, ce sera très drôle de le partager et de s'en inspirer pour que les autres aussi voient que ils ne sont pas tout seuls dans leur coin, on a tous nos petits travers, nos petits masques. Mm. D'ailleurs, on a un utilisateur Facebook que je ne sais toujours Ça pas doit qui être c'est, Gilles, toujours qui nous Gilles, dit j'imagine. non, jamais entendu, mais effectivement, on s'adapte mais aussi à À notre notre environnement. environnement. Tout à fait, c'est Ouais. ça, oui. Sève, j'ai beaucoup aimé l'exemple de la voiture, c'est tout moi. On en est tous là. On a tous eu un moment, un jour, une tension qui s'est créée pour parfois 3 fois rien. Et bon, et la voiture, c'est le plus flagrant. On se Mm. fait piquer une place de parking et hop. C'est ça. Véronique qui nous dit oui, dans le travail, on est différent que dans la famille. Exactement. Donc, on a déjà un persona professionnel et un persona Et je dirais familial, etc. même que dans la famille, on peut avoir des aspects différents selon la personne qu'on Avec fréquente qui dans on la est. famille. Ouais. Tout à fait. Ah, l'utilisateur Facebook, c'est Alexa. Ok, super. Et donc, Alexandra nous dit aussi, oui, en étudiant Jung, je suis totalement en accord avec cette théorie. Tout à fait. Sylvie, bonsoir Sylvie. Bien sûr que j'en ai plein. Ou comment entrer en relation? Ouais. Alors, ou comment entrer en relation? Je comprends pas Ah, mais elle a fin de la plein de question. personas et elle aimerait savoir peut-être comment entrer en relation avec chacun À d'eux. chacun des personas. Ouais. Ça, c'est encore une bonne question. Je pense que pour entrer en contact avec chacun de ces personas, il faudrait peut-être passer par un état modifié de conscience, puisqu'en fait, les personas, comme tu disais, Olivier, c'est pas une tare. Ils sont là vraiment pour protéger notre psyché, quoi. Sans les personas, on deviendrait fou. Donc, c'est comme un peu, quelque part, comme un Mm. garde-fou qui va nous permettre de ne pas être vulnérable, de ne pas se sentir en danger, etc., etc., quoi. Et c'est une sorte de coque de protection, quoi, qu'on Ouais, se crée. tout à fait. On peut voir ça comme Et une armure. c'est ça. Et donc, du coup, je pense que pour rentrer en contact avec chacun de nos personas, il faut peut-être passer par un état méditatif ou de, voilà, quelque chose comme ça, où on est un peu, vous savez, entre le sommeil et l'endormissement, ou quand on est, ça tombe bien cet été, si vous êtes sur votre transat, en train de lire un bouquin et vous sentez que vous allez partir, un peu dans cet entre-deux, quoi, là où on peut aller chercher justement à se connecter à ces personnes. Alors peut-être qu'on les Ah, connaît pas forcément, mais je vais vous proposer aussi un tirage tout à l'heure, peut-être qui va vous permettre justement d'aller découvrir un peu plus et d'en savoir plus sur vos personas. alors, après, il faut en avoir conscience au moment où ça se passe, mais on peut aussi s'introspecter au moment où on se rend compte qu'on est en train de jouer un personnage. C'est-à-dire que, par exemple, on prend le personnage colérique, le persona colérique, hein, qui est dans la voiture, pour reprendre mon exemple tout à l'heure. Hmm. Il faut tout d'un coup s'extraire de cette émotion vive qu'on est en train de ressentir et qu'on a envie de faire exploser et d'introspecter de pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui m'a vraiment touché, quelles sont les blessures dans lesquelles c'est venu résonner en moi pour que je me mette face à ce personnage. Mais c'est compliqué de faire cette part des choses au moment où on ressent quelque chose. Mais c'est Hmm. vrai qu'au moment où on est en train de se rendre compte qu'on est dans un persona, oui, ce serait bien d'introspecter un peu. Je vais vous en donner encore deux Ouais, exemples j'allais te d'archétypes demander combien avant, d'archétypes encore. encore deux archétypes avant de rentrer justement de faire un tour justement sur les 22 majeurs et de vous donner des archétypes en lien avec ces 22 majeurs et de vous donner même un tirage qu'on pourra faire par rapport à ça. Il y en a les deux derniers, vous les connaissez sûrement. Il y en a un qui est incontournable, c'est l'ombre. Je vous en parle souvent de l'ombre sur laquelle on travaille. On utilise beaucoup cette terminologie aussi en alchimie.
Et l'ombre, vous savez, c'est cette facette un peu négative que l'on a chacun en nous, ou que chacun perçoit en tout cas comme négative. Ça peut être nos peurs, ça peut être nos doutes, etc., etc. Et cette partie, cette part de nous qui est dissimulée, eh bien, elle correspond justement à ce qu'on veut éviter de montrer aux autres ou qu'on veut éviter de dire ah oui, je suis comme ça. Je prends souvent la colère parce que c'est l'exemple qui revient le plus souvent, mais si quelqu'un nous dit ah mais t'es colérique toi, donc colérique, le colérique c'est un ou la colérique c'est un archétype. De se dire bah non mais jamais de la vie je suis pas colérique moi, c'est pas du tout ça, c'est pas une étiquette qui me va, parce que peut-être on refuse d'admettre ça, parce que si on est colérique ça veut dire que on n'est pas une bonne personne par exemple quoi. Alors, on peut avoir des croyances un peu limitantes comme ça, et donc du coup l'ombre elle va vraiment englober les aspects dont on peut avoir honte ou qu'on préfère ignorer, et ça va inclure justement les défauts et nos traits de personnalité les plus profonds aussi. L'archétype de l'ombre, en fait, c'est aussi en lien avec tout ce qui a été refoulé. Alors quand je dis refoulé, c'est peut-être en lien avec des choses qu'on a mal vécues quand on était petit, quand on était enfant, etc., au sein de la famille, mais ça peut être aussi en lien avec ses vies passées, puisque vous savez qu'on traîne le poids des vies antérieures avec nous. On a des mémoires qui nous suivent et ça peut être en lien avec ça aussi. Et dans cet archétype de l'ombre, il y en a deux qui sont clairement évidentes. C'est le diable, tout d'abord, puisque le diable, ça représente justement cette peur d'être dans la soumission de ses propres pulsions. Ah, je suis une fan de sexe, mon Dieu, mais la honte, voilà, on a honte, on n'ose pas se dire, s'avouer ce genre de pulsion, de désir sexuel, et pourtant le diable, c'est ça, quoi, c'est la luxure et tout ça. Et la luxure, mon Dieu, péchés capitaux, oh là là, non, surtout pas. Donc voilà, ça c'est l'archétype de l'ombre, ça fait partie de ça. Et le diable, il peut clairement symboliser ça. Et c'est aussi une peur, quelque part, de qui on est vraiment, parce que peut-être qu'on peut se comparer au diable en disant je suis une personne diabolique, parce que je manipule les gens, je fais des choses comme ça. Donc voilà, on a ces archétypes-là qui vont remonter à travers le diable. Même chose avec l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, ça représente la mort et tout ce qui est en lien avec ça. Nous, on ne veut pas y avoir affaire. Hein. Mon Dieu, mais comment est-ce que je pourrais devenir un tueur en série? Je vois des araignées, je les tue systématiquement, mais je ne suis pas un tueur pour autant. Non, 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 pas du tout. La vie, c'est la vie, je suis désolée. Hein. Les araignées, on les tue, c'est pas bien non plus. Bon, c'est pas des petites bébêtes qu'on aime forcément, mais bon, voilà. L'idée, elle est là. C'est que l'arcane sans nom, avec cette notion de mort, eh bien, elle fait peur aussi, et on ne veut pas être relié au fait d'être associé à la mort quelque part. Non, mais je vois très bien parce qu'en fait, ce qui est intéressant, alors tu donnes des exemples qui sont quand même déjà très, très radicaux et très poussés, mais plus simplement, une ombre, par exemple, qui peut être une ombre que nous avons tous, c'est la jalousie. On n'admet pas notre jalousie parce que, par exemple, un ami va avoir une nouvelle voiture, va sortir avec une jeune femme alors que vous êtes célibataire, quelqu'un a eu une Mmh. promotion dans votre entreprise et pas vous, il y a une pointe de jalousie, même si derrière on se dit il l'a mérité, parce que peut-être que votre collègue a mérité sa promotion et que vous en êtes conscient, mais tout le monde va avoir cette pointe d'envie et de jalousie qui va se mettre en place, et c'est une part d'ombre. Et parfois on refuse d'admettre que finalement nous sommes humains, nous avons des émotions, l'essentiel c'est de reconnaître et de les connaître pour comprendre ce qui se passe. C'est pas juste de se dire ah je suis jaloux, je suis une mauvaise personne. Non, on est jaloux de certaines choses. On peut avoir des envies que d'autres réalisent et que nous ne pouvons pas, donc il y a de la frustration. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes une mauvaise personne parce que nous avons cette frustration, cette jalousie. Mmh. C'est un vrai problème, l'intégration de l'ombre chez une personne, enfin en coaching, hein, je parle, mais parce que c'est un processus qui est long et difficile, quelle que soit l'ombre qu'on va travailler. Et pourtant, c'est essentiel pour grandir soi-même et avoir un développement personnel qui nous amène vers le haut. Et lorsque nous acceptons notre ombre, celle sur laquelle on va travailler, parce que malheureusement,
on en a beaucoup des ombres, on n'en est pas toujours conscient. Eh bien, en fait, quand on arrive d'accepter ces ombres, on devient un être plus complet, plus équilibré, plus épanoui, et nous pouvons vivre un peu mieux, de façon plus authentique et de manière plus épanouie notre quotidien. Mm. Alors c'est vrai que là on a donné des exemples d'ombres un peu lourds, mais c'est en fait en lien vraiment avec le diable et l'arcane sans nom. Mm. Après c'est vrai que des parts d'ombre, on peut en avoir des plus légères, hein. Ça peut être le fait d'être, comme je disais, dans la procrastination ou le fait d'être dans la gourmandise. Tout ça c'est aussi des parts d'ombre dont voilà, si on a envie d'avancer dans la vie, on pourrait se détacher facilement. Donc voilà, c'était pour vous parler de ça. D'ailleurs, si on veut travailler sur l'ombre, revenez, n'oubliez pas, je vous reviens, je fais un lien avec l'atelier qu'on a tous les dimanches en ce moment sur le travail alchimique où on travaille justement sur cette part d'ombre. En tout cas, une des nombreuses parts d'ombre, parce que nous ne sommes pas composés que d'une seule ombre. Ça serait trop beau, sinon on en a Mm. plusieurs À attachés notre arc, ouais. à notre arc, attachés à notre personnalité. Et donc, on va les travailler une par une. Gilles qui Alors, nous dit notre oui, dernier je archétype. connaissais. Oui, ben, le dernier archétype, je vous parle souvent, vous savez, de ce soi supérieur, de ce soi qui est là-haut dans les sphères divines et qui nous a envoyé, nous incarner ici sous 8 fragments d'âme différents. Donc, c'est promis, je vais vous faire aussi cet atelier des 8 vies parallèles, ça va venir. Il faut noter, hein. Il faut J'ai fait noter. ma liste, hein. J'ai fait ma liste sur le temps aussi et tout ça, ça va venir. Il faut juste me laisser justement un peu de temps. Et donc, oui, donc à partir de ce soir, on est venu s'incarner et vivre ici une vie dans la matérialité. Et donc, nous ici, petit être terrien, on n'est pas dans le soi, on est dans le moi. Et c'est cet archétype justement que je voulais vous présenter qui est un petit peu différent puisque l'archétype du moi, il englobe et il harmonise tous les éléments qui constituent notre personnalité, euh, qui sont vraiment en lien avec l'union de notre partie consciente et de notre partie inconsciente. Ça veut dire que quand je suis dans le moi, je suis un petit peu comme le soi, mais à plus petite échelle. C'est-à-dire que je suis déjà dans une sorte de complémentarité entre ce qui est l'inconscient et le conscient chez moi. Il y a beaucoup de choses que l'on fait aujourd'hui de manière inconsciente. Le fait de manger, le fait de travailler, on fait beaucoup de choses sans être vraiment dans le moment présent et de le faire en conscience, comme on dit. Et donc, du coup, être dans le moi, ça veut dire aussi apprendre à faire des choses en conscience et trouver l'union justement de cette notion de faire la part des choses entre le conscient et l'inconscient. Et dans cet archétype du moi, on pourrait y placer, y coller. C'est pas joli. On pourrait y placer l'arcane du mat, par exemple, puisque le mat, à travers son parcours initiatique, eh bien, tour à tour, il va intégrer, il va pas intégrer, il va se fondre dans tous les personnages qu'il va rencontrer. Et finalement, à la fin du parcours, il est devenu un petit peu la somme de tous ces personnages-là. Il est à la fois la papesse, il a commencé par être le battleur, il a pris la sagesse de la papesse, il a pris les conseils de l'impératrice, il a appris la manière de ramener ses pensées inconscientes dans la matière en étant conscient et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. Donc, petit à petit, quand il progresse, le mat, il va devenir, à la fin du parcours, il va devenir cet archétype du moi. Idem avec le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la quintessence, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, autant que le monde est dans le combo anima-animus, on est très proche ici avec le moi aussi de cette fusion finalement, parce que c'est une union, sauf que ce n'est pas l'union de la part féminine et masculine en nous, c'est l'union de la conscience et de notre inconscient en nous, pour être un être complet. Donc voilà un petit peu cette notion du moi qui est aussi importante d'ailleurs que la notion du soi, parce qu'on est obligé d'être dans le moi avant d'être dans le soi. On ne peut pas être juste conscient, un être matériel sur cette terre, à demi
moi, un demi dans le moi, pour être dans le soi. Il faut déjà atteindre cette globalité, cette complétude de l'être pour aller espérer toucher le soi. Mais c'est vrai que de toute manière, aujourd'hui, on est dans une époque où le c'est moi-je qui est beaucoup, Mm. on entend ça beaucoup depuis pas mal de temps. On est plus dans l'individualité et donc dans un moi qui, pour Jung, était un concept qui était central dans sa psychologie analytique, hein. Il a défini cet archétype comme celui de l'unité, de l'harmonie, de la complétude, c'est ce que tu viens de nous dire. Mais le moi, finalement, c'est la partie de nous qui est consciente de soi. Parce qu'il faut bien qu'une partie de nous soit consciente de ce que nous sommes réellement et ça va nous permettre de nous connecter à notre inconscient par ces passerelles qui nous amènent à notre conscience. Donc, si tu veux, euh, le moi, on le représente souvent dans l'image jungienne par un cercle, tu vois. Et le cercle, c'est ce qui va représenter l'unité et l'harmonie. Et on va aussi le représenter à travers des imageries comme celle du mandala, qui représente en fait le chemin qui va vers ce cercle, vers cette unité du nous, du moi que tu exprimes. Donc en fait, le moi, c'est le but ultime de l'individualité de la personne qui est un processus de développement de sa propre personnalité. Mais ça vaut la peine, c'est un processus qui vaut la peine d'être fait, qui peut être long et difficile aussi à faire, mais qui peut être intéressant pour les personnes qui ont vraiment du mal à se connecter, qui ont vraiment l'impression d'avoir du mal. C'est l'impression d'avoir du Mm. mal de se connecter à soi, de se comprendre soi-même. Donc c'est un processus qui peut être intéressant. Ça tombe bien quand tu parles de complexité, des difficultés. Il y a Alexa qui nous dit c'est compliqué quand même. On peut peut-être dire qu'on a tous ces archétypes. Oui, on a tous un ou plusieurs archétypes en nous. En fait, c'est comme si on avait tous. Notre personnalité n'est pas monofacette. On Mm. est comme un diamant. Petit clin d'œil à Karine Arsène avec son cœur de diamant auquel je pense. On est comme un diamant avec plusieurs facettes et chaque facette va représenter un archétype dans lequel finalement on peut être représenté. Donc tu peux, je ne sais pas Alexa, pardon, si tu as des enfants, mais tu peux être dans l'archétype de la mère, tu peux être dans l'archétype de l'épouse, tu peux être l'archétype de l'aimante ou de l'amante, tu peux être dans l'archétype du moi, si tu as déjà su justement faire le travail de liaison entre le conscient et la part inconsciente chez toi, etc. On a tous plusieurs archétypes. Il faut juste y réfléchir un petit peu en se demandant comment on est dans notre personnalité et on pourrait facilement dresser la liste d'une dizaine facile, hein, et encore il y en aurait peut-être plus, archétypes que l'on peut remarquer. En plus, il y a les archétypes dont nous pensons avoir conscience et puis il y a les archétypes de la manière dont les autres nous perçoivent aussi, qui sont encore différents. Donc voilà, il y a deux aspects comme ça qu'il faut prendre en compte. Ensuite, je voudrais juste préciser, on n'est pas livré avec un préchargement du programme archétype. Les archétypes vont se créer au fur et à mesure de ce qu'on va vivre, de nos expériences, de nos interactions avec les autres, avec notre Mm. environnement, et on va développer des archétypes qui vont nous représenter à des moments bien précis. Donc aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas l'archétype X, et demain, l'environnement dans lequel vous allez évoluer va développer le fait que vous allez créer ce nouvel archétype en vous, X, qui va vous caractériser dans cet environnement-là. Donc c'est vraiment quelque chose, on ne peut pas se dire je vais travailler sur les archétypes les plus difficiles, comme ça je serai aligné avec moi-même. Mm. Non, parce que ça se trouve, ça vous touche pas. Certains archétypes ne vous concernent pas parce que tout simplement votre vie, votre perception et votre environnement ne vous permettent pas de mettre ces archétypes en place. C'est ça. Donc il y a des différentes choses à prendre en compte. Mm. J'ai Sylvie qui nous dit, j'aime comment tu parles du moi et du soi. Quel vertige si je m'y penche. Et pourtant, ça me parle. C'est sûr que ça peut paraître un peu complexe comme ça, mais il faut le prendre encore une fois avec beaucoup de recul. Et je vous dis, ne cherchez pas toujours à vouloir mettre les choses dans des petites boîtes. Je vous propose d'ailleurs, justement, à propos de petites boîtes, de parcourir les 22 arcanes majeurs et d'essayer d'en tirer un archétype.
Mais ces archétypes, ils sont pas forcément les archétypes, les 12 fameux archétypes jungiens dont je vous ai parlé. Mais les archétypes, on peut en créer des centaines et des centaines parce que la vie d'aujourd'hui, elle est riche, elle est complexe. Et donc, en fonction de nos expériences, comme tu disais, Olivier aussi, de nos apprentissages, on va avoir des archétypes différents. On peut même en lâcher certains et en devenir, en acquérir de nouveaux, quoi. Exactement comme les personas. On peut lâcher certains masques et s'en créer de nouveaux aussi. Donc, est-ce que vous êtes prêts à jouer avec nous, à découvrir justement ces 22 Bah oui. arcanes majeures? Oui, toi, mais je veux entendre les autres de l'autre côté du petit écran, là, que ce soit téléphone ou télé ou ordinateur. Est-ce que vous êtes prêts justement à aller plus loin et à découvrir ces 22 archétypes en lien avec le tarot, l'âme majeure du tarot de Marseille? Bien sûr. Je vais te mettre à contribution pour ça, Olivier. Oh, Ouais, merci. je vais te demander justement de me sortir à fur et à mesure la liste des lames majeures. Et c'est parfait. Oui, Je regarde dans le chat, ça y est, je perds ma voix. M'évitera, ça m'économisera la voix et puis je vous donnerai les archétypes que je vois bien moi en face à chaque fois. Donc, d'accord. c'est parti, je t'écoute. Alors, avec le battleur, l'âme numéro un. Alors la lame numéro un, elle est assez facile, le battleur. En plus, quand on veut essayer de chercher des archétypes, petite astuce, petit tips, ne restez pas focalisé sur le tarot que vous connaissez bien, que vous aimez bien. Pensez à d'autres représentations de cette lame dans d'autres tarots, par exemple. Le battleur, c'est difficile parce que le battleur, c'est pas, on confond peut-être souvent avec le batelier de l'époque. Mais si je le prends, par exemple, le battleur dans l'imagerie du, euh, du Rider-Waite, peut-être que l'archétype du battleur, ça pourrait être le magicien. Et si je veux rester dans le battleur, dans ce jeune homme que je vous ai dit un petit peu fou là, qui est un amuseur de rue, on pourrait prendre l'archétype de l'amuseur. C'est celui qui, vous savez, celui qui, le copain que vous amenez dans une fête, dans une soirée et qui met l'ambiance, voilà, c'est l'amuseur, voilà, le guéluron, comme on dit. Ça pourrait être le battleur. On passe à la lame numéro 2, Hein. la papesse. La papesse, ce serait la femme sage. Alors, pas la sage-femme, hein, mais quoique. Plutôt la femme sage dans le sens à celle qui détient la connaissance. Elle est la gardienne aussi, peut-être. On pourrait donner cet archétype de gardienne, elle garde le temple de la connaissance. D'accord. On passe à l'impératrice, l'âme 3. L'impératrice, c'est la femme. Alors, mais vous savez, dans l'archétype de la femme, il y a plusieurs. C'est ça qui est aussi assez, je dirais pas tordu, mais assez complexe. C'est que dans l'archétype de la femme, il y a des sous-catégories. Il y a la femme mère, il y a la femme maîtresse, il y a la femme créatrice, par exemple. Et d'ailleurs, l'impératrice est cet archétype de la femme créatrice. Et elle est aussi la mère, elle est les deux, puisqu'elle va représenter, on la voit avec son sceptre, elle pointe le bas de son ventre, celle qui est, on dirait qu'elle est un peu enceinte sur certains arcanes. Donc elle est vraiment dans cet archétype de la mère. Voilà. Très bien. Alors, nous passons à la lame 4, l'empereur, justement, Et bien après forcément, l'impératrice. si Ouais. l'impératrice, elle est dans la représentation de la mère, elle est dans l'anima, et bien forcément, l'empereur va être l'inverse, c'est-à-dire, elle va représenter le père, il va représenter l'animus aussi, forcément. Euh, L'empereur, on pourrait aussi dire que c'est l'archétype du bâtisseur, c'est celui qui construit les choses. Voilà, dans quelques mots D'accord. rapides comme ça. Ensuite, il y a le pape. Le pape, moi je verrais bien le guide. Alors le guide même spirituel, pour pas faire de guide touristique, quoi qu'il en serait peut-être capable, mais guide spirituel. Voilà, je le verrais bien avec cette étiquette-là. D'accord. Et l'amoureux, pour suivre. À l'amoureux, bah déjà, on a vu un combo anima-animus, mais l'amoureux, ça peut être l'amoureux déjà en lui-même, pourquoi pas? Hmm. Allez, pourquoi aller chercher plus Exactement. loin? Ça peut être un archétype, d'être dans l'archétype de l'amoureux,
ou ça peut être aussi l'amant, parce que l'on voit, ou le fils, parce qu'on voit, on a l'impression parfois qu'il parle, vous savez que la femme qui est à gauche, sur le bord de gauche de la carte, on a l'impression qu'il parle un peu avec sa mère, qui est un personnage plus âgé, une femme plus âgée, alors que la femme qui est sur notre droite est une femme plus jeune, plus jolie, etc. On a l'impression que c'est sa maîtresse ou sa future femme, quelque chose comme ça. Et donc, il peut être justement soit l'amant avec une de ces personnes, une de ces dames sur le tarot, et il peut être le fils aussi avec l'autre personnage. La lame numéro 7, le chariot, je suis sûr qu'il y a beaucoup à dire. Alors le chariot, oui, le chariot, c'est quand on pense à chariot, moi je pense souvent à Ben-Hur, le conquérant, le héros, voilà, c'est celui qui revient victorieux sur son char triomphal, quoi, voilà. Donc ça peut être cette étiquette, cet archétype, comme j'ai dit, du conquérant, du héros. Et moi je l'appelle souvent dans mes différents lives ou dans mes vidéos, je vous parle souvent du petit prince parce que c'est comme ça que j'aime le nommer. C'est cet archétype-là que je lui ai donné parce que pour moi, il n'est pas vraiment un prince, c'est encore un persona. C'est un persona qui se donne, c'est un masque qu'il porte. Il n'est pas réellement un petit roi. Pardon. Il n'est pas vraiment un petit roi ni un petit prince, quoi, en fait. C'est juste une sorte d'illusion, voilà, qu'il montre. Mais il y croit réellement parce qu'il porte ce persona de petit prince, justement. Enfin, Passons à la lame 8, la justice. de façon très classique, hein, la Alors, justice, c'est Wonder Woman, c'est la justicière, hein, ça peut être un peu ça. La justice, au-delà de la justice qui tranche, ça peut être aussi l'équilibre, voilà, ça peut être de cet aspect-là. la 9, on passe à l'ermite. L'ermite, on l'associe souvent au sage, ce qui pourrait ne pas être faux dans le sens où l'ermite a quand même à ses pieds le livre de la connaissance que détient la papesse. On le voit dans la symbolique. Mais le sage, c'est un peu gênant parce que pour moi, il n'a pas fini finalement son parcours, l'ermite. Il est encore en train d'apprendre. D'ailleurs, il est encore dans cette position de chercheur. Avec sa lanterne, il fait demi-tour, il va À reculons, à rebours dans à sa vie rebours. finalement. Voilà, il remonte le fil de la vie pour voilà, il rebrousse chemin pour aller voilà, chercher encore des choses qu'il n'a pas acquis dans sa connaissance avec sa petite lanterne. Donc c'est soit le sage, soit le chercheur. Alors peut-être qu'il a utilisé la roue de fortune, la lame suivante, pour faire le rebours. Peut-être, peut-être. Alors la roue de fortune, ça fait penser à la chance, peut-être. Ça fait penser au destin. Ça peut être le destin comme archétype. Ça Mm. pourrait être aussi l'ouroboros, vous savez, le cycle de la vie, qui peut être représenté par cette roue de fortune. D'accord. On passe à la lame 11, la force. Ah, la force. La force, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la force. Mais la force, on voit souvent, quand on parle de la force, on s'attend toujours à la force physique. Et c'est vrai que cette lame, il faut connaître la signification de cette lame pour comprendre que ce n'est pas de cette force-là que l'on parle. Parce que même si on ne connaît pas du tout le tarot, on voit une jeune femme en train d'ouvrir la gueule d'un lion, on se dit, mais elle est balèze celle-là. On ne pense pas, quelle femme courageuse. C'est pas la première réaction, quoi. On se dit, putain, elle est forte, quoi. Elle a cette force physique pour pouvoir maîtriser le lion. Donc, du coup, on pourrait peut-être l'associer à cette force physique qui est le guerrier ou le héros, parce qu'il est vraiment comme Hercule, etc., dans cette force physique qui lui permet d'accomplir des travaux phénoménaux, quoi. Après, si on l'associe à sa véritable représentation de cette force intérieure, on pourrait la lier à la volonté ou au courage, justement. Et par rapport aux archétypes du pendu, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ah, le pendu, c'est celui qui observe, c'est celui qui fait don de soi finalement. Donc ça peut être, je pense à Odin sur son arme. On peut pas ne pas penser à Odin pendu à l'arbre d'Yggdrasil. Cette légende que je vous ai déjà racontée mille et une fois et que je ne me lasserai jamais de vous raconter, mais je vais vous l'épargner pour une fois ce soir.
Et donc le pendu, il peut être complètement en lien avec la notion de sacrifice. D'ailleurs, je crois que c'est sur, je sais pas, je crois la lame de Wirth, on voit des petites pièces qui tombent de ses poches, comme s'il perdait de Mm. l'argent parce qu'il est dans le sacrifice, que ce soit matériel ou personnel, émotionnel aussi. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les archétypes de l'arcane sans nom ou de la mort si on le prend sur une version Rider-Waite? Bien oui. Euh, ouais. Ben, c'est comment dire, l'archétype traditionnel, hein, qu'on sait que la mort, c'est pas je meurs, mais c'est plutôt une mort initiatique, hein, une mort symbolique. Et cette mort symbolique, elle passe par la transformation. Donc ça pourrait être l'archétype justement de la transformation ou de la transmutation aussi, hein. Ensuite, on est à la lame 14, tempérance. Ah, tempérance, tempérance, on pourrait être sur l'équilibre tout à l'heure, comme pour la justice, mais j'irais peut-être même jusqu'à dire l'harmonie, hein, peut-être plus avec tempérance. Parce qu'au-delà de trouver l'équilibre, ça a une notion de au moindre écart, je suis déséquilibré. Alors que l'harmonie, c'est l'harmonie parfaite, quoi. Je suis dans l'équilibre, voilà, mais sans ce stress d'être déséquilibré à tout instant. Donc pour moi, c'est plutôt ça, ce serait l'archétype de l'harmonie. D'accord. Alors, on va dans la dernière ligne droite qui commence avec le Le diable, dernier septénaire. le dernier septénaire, Le le diable, diable. bah, on l'a vu, hein, le diable, c'est l'ombre. On l'a vu tout à l'heure, je vous en ai parlé quand on a parlé de l'ombre, à cette peur du diable. Et du coup, il me fait penser, vous savez, le diable, à cette légende, quand on a les monstres sous notre lit, le croque-mitaine, etc., quoi. Hmm. C'est vraiment celui à qui on ne veut pas ressembler. C'est le monstre aussi qui pourrait, voilà, représenter comme archétype. On passe à la maison Dieu, juste après le Hmm. diable. La maison Dieu, une tour qui s'effondre, comment on pourrait dire ça? La chute. On voit les petits personnages qui tombent, par exemple, ça pourrait représenter la chute. Ou si on prend la partie haute de la tête, euh, c'est le mental qui s'ouvre. Peut-être que c'est une sorte de révélation soudaine. Voilà, ça peut être ces archétypes-là. Ça dépend en fonction de où on se trouve dans la carte. On continue avec les arcanes très lumineuses. On passe à l'étoile, l'arcane 17. Ah, l'étoile, un de mes arcanes préférés, l'étoile, ça pourrait être l'innocence de l'étoile. Elle est là, voilà, toute nue au bord de la rivière. Moi, je vois Blanche-Neige, quoi. Quand je vois l'étoile, c'est ça. J'entends chanter les petits oiseaux qui viennent se poser sur ma main dans la forêt. Voilà. Peur de rien, quoi. On sait pas dans cette forêt, il peut y avoir des animaux sauvages, il peut y avoir des chasseurs. Non, non, madame, elle est toute nue là au bord de la rivière. Elle, voilà, elle est vraiment dans l'innocence de la vie et voilà, dans la foi en l'univers. Donc ça peut être cet archétype justement de l'innocence, de la foi, mais aussi de l'espérance, parce qu'elle donne, voilà, on a envie d'être comme elle, on a envie d'être un peu, c'est pas de l'insouciance, hein, c'est vraiment de l'innocence. Elle pense que le monde est bon partout, quoi, voilà, elle est un peu dans une sorte d'utopie. Et D'accord. au-delà de l'espérance, vous savez que l'étoile, c'est quand même la bonne étoile, donc on pourrait aussi appeler le guide ou la guidance, hein, si on veut. Ben, l'étoile, de toute façon, ensuite, elle débarrasse le plancher, elle laisse la place à la lune. C'est L'arcane normal, c'est 19. la porte de sortie, l'étoile, hein. Donc c'est pareil qu'on quitte le cycle des réincarnations. Donc on arrive à la lune. À la lune, ah, ça c'est la lune, là c'est l'inconfort, c'est c'est l'inconscient. Tiens, justement, on parle de Jung, etc. Ça pourrait être la partie inconsciente de nous, l'inconscient, Hmm. ou ça pourrait être l'illusion. Voilà, on est dans le monde du paraître. Voilà, des choses qui sont, vous savez, dans cette lame-là, on a une éclipse, hein. Le soleil, il est caché derrière la lune. Donc, on pourrait prendre des chiens pour des loups, par exemple. Ou l'inverse, hein, qui sait. Hmm. Ben, justement, tu parles du soleil, on arrive à l'arcane 19, le soleil. Ah, le soleil, ça pourrait être le charismatique. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui est dans la réussite. C'est quelqu'un
qui éblouit, quoi, voilà, qui est Mm. dans l'épanouissement complet. Mais oui, ça me fait penser à, tu sais, quand Bébel arrivait, Jean-Paul Belmondo, il arrivait là dans le magnifique. Tada! C'est moi, ça c'est le soleil, c'est le Toc charisme. toc badaboum. C'est exactement ça, le soleil. Le Le soleil, soleil et il est vraiment dans le. Tu parlais du jeu tout à l'heure. Le soleil, il est dans le ouais, moi-je, quoi. Il est ouais, vraiment dans cette. ouais, Il a ouais. pris conscience de tout son être, quoi. Après le soleil, on passe au jugement. Arcane 20. Le jugement, le jugement, le jugement, le jugement, c'est vraiment la résurrection, quoi. Alors oui, c'est aussi cette prise de conscience, mais au-delà, après la prise de conscience, qui n'est qu'un effet, un premier effet, on a la réaction de la résurrection, quoi. C'est la deuxième chance. C'est un petit peu la résurrection, renaissance, c'est un peu pareil, quoi. Voilà, dans ces eaux-là, je dirais. D'accord. On attaque le monde. Arcane 21. Ah, le monde, c'est la quintessence. Le monde, c'est la totalité, c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement. Le monde, je réfléchis entre, je dirais, c'est peut-être même le soi plutôt que le moi. Le moi, c'est l'union du conscient et inconscient. Je pense qu'avec le monde, on est davantage déjà dans le soi parce qu'elle a réussi la fusion de tout, de son anima, de son animus, ses personas, etc. Elle est vraiment dans un accomplissement complet de l'être. Donc, elle est, on va dire, un moi en devenir de soi, finalement. C'est joliment bien dit. Et on arrive au mat. J'ai fait mes trois septénaires là. Le mat. Ah ouais. Ah, le mat, c'est facile, hein, le mat, déjà, je vous ai dit tout à l'heure, c'est Saint-Roch, c'est le pèlerin, c'est sa fête aujourd'hui, c'est la Saint-Mat, c'est la Saint-Roch aujourd'hui. C'est l'alchimiste, c'est celui qui va réaliser le parcours initiatique. Ça pourrait être le voyageur, hein. Tiens, le voyageur, celui qui réalise, qui chemine justement en quête de qui il est, un voyageur donc spirituel. Mais on peut aussi le voir comme un explorateur, vous savez, celui qui part en randonnée, le randonneur ou quelque chose comme ça, dans ces types d'archétypes-là, en fait. Le marcheur, voilà. Ok. On a fait le tour de nos 22 arcanes Des majeures. 22 arcanes. Donc, vous voyez qu'il est finalement important de noter que toutes ces correspondances, elles ne sont pas définitives et elles vont varier en fonction de, déjà, mon interprétation des arcanes. Si vous allez reprendre cette liste-là, peut-être que vous allez trouver vous-même d'autres archétypes à placer sur ces différentes lames parce que vous allez avoir votre propre vision de la lame. On a chacun notre propre vision du monde. Les archétypes, c'est vraiment des concepts qui sont flexibles. C'est pas quelque chose de figé. Et donc, ils vont pouvoir justement s'adapter et se coller de différentes manières à, à ce qu'on veut décrire, quoi, à l'individu, à une situation. Et en fin de compte, il va beaucoup varier en fonction de chacun et chacune d'entre nous, mais aussi en fonction des cultures du pays, de la culture, voilà, justement, dans laquelle on a grandi aussi. Ça peut complètement changer. Mais c'est exactement ce que tu es en train de dire, hein, c'est que les archétypes, il y en a tellement. Parfois même, des archétypes sont renommés, ils ont été rebaptisés, mais en fait, ils se retrouvent avec d'autres archétypes. Donc, on peut avoir des listes qui sont vraiment très peu exhaustives. Il y a pléthore d'archétypes. On transforme même parfois sur la granularité d'un archétype en ajoutant un effet, un aspect particulier. En fait, il n'y a pas de règle dans ce concept, il n'y a pas de règle particulière dans ce concept de création d'archétype. D'ailleurs, les platoniciens, eux, ils admettaient que l'unité de l'archétype était un modèle sur lequel Dieu créa le monde. Donc, un archétype était le modèle sur lequel Dieu créa le monde. Et le monde, c'est toute sa pluralité. Nous faisons partie du monde. Un arbre fait partie du monde. Les animaux font partie du monde. Vous voyez, il y a tellement, tellement de choses qui peuvent devenir une définition d'un archétype. Par exemple, moi, je pourrais reprendre ma propre liste d'archétypes en créant, par exemple, mes 12 archétypes à moi, qui sont l'artiste, l'enseignant, le guérisseur, le guerrier, le chaman, le prophète, le martyr, le clown, le trickster. Le trickster, Le moi, j'aime bien ça. trickster.
J'aime bien ce mot qui vient un peu de la mythologie parce qu'en fait, il indique les personnages mythologiques ou de contes de fées. Par exemple, Loki, hein, Oui, dans la mythologie nordique, Loki, donc c'est un trickster. Mais le chapeauté, dans le dessin animé Shrek, c'est aussi un trickster puisque c'est un personnage de conte de fées. Vous voyez? Et on pourrait ok. rajouter à ça plein d'autres Ok. archétypes. Ouais, bah écoute, merci pour cette petite parenthèse complémentaire sur les archétypes. Alors, on va terminer parce que je vois qu'on a largement dépassé, je me suis laissée un peu emporter sur ces archétypes. On va terminer rapidement juste pour vous donner un petit peu l'objectif de cette démarche parce que c'est intéressant de se dire, OK, je vais relier mes lames du tarot à des archétypes, mais le but de cette démarche, c'est évidemment de pouvoir utiliser ensuite ces archétypes dans nos propres lectures de tarot, quand on va faire nos interprétations, etc., quoi. Parce que ça peut nous aider aussi. Par exemple, vous voyez, quand je vais prendre on parlait du mat tout à l'heure, je vais lui faire sa fête à celui-là. Quand on parle du mat, je vous parlais du voyageur, du randonneur, etc., etc. C'est pas une signification traditionnelle, le randonneur, quand on veut parler de quelqu'un, mais c'est peut-être une image qui me parle, ou le campeur, encore plus Mm. connoté, le campeur. Voilà, donc du coup, c'est cette liste d'archétypes que l'on va créer, nous, qui va nous permettre d'avoir des lectures plus riches et plus proches de notre interprétation réelle et pas de notre interprétation par rapport à une certaine connaissance ou un savoir que l'on a appris voilà, au fil du temps par rapport au tarot. Et donc, on va aller un peu plus loin justement avec un tirage que je vais vous proposer. Alors, je vous ai montré dernièrement le tirage du miroir, je crois que c'était hier d'ailleurs, je perds le fil du Ouais. temps, qui est déjà un petit peu dans cet objectif d'aller travailler sur soi, voilà, pour apprendre à se connaître et à se connaître aussi à travers le couple, quel qu'il soit. Et donc, du coup, avec ce tirage-là aujourd'hui que je vous propose, des archétypes, il peut être aussi très utile parce qu'il va vous permettre de vous comprendre, mais à travers ces différentes facettes du diamant que je vous ai parlé tout à l'heure, hein, les différentes facettes de votre personnalité. Il va vous permettre aussi de mieux comprendre vos motivations profondes. Il va vous aider à mieux cerner aussi vos valeurs fondamentales, quelles sont vos croyances, quels sont vos attachements profonds finalement. Enfin, ça va vous donner aussi des opportunités de mieux saisir votre façon ou vos modes de fonctionnement, comment vous marchez, comment vous fonctionnez dans la vie, à quoi vous carburez, quoi, en gros. Enfin, et surtout, ça va, au-delà de vous aider à vous comprendre vous-même, ça va aussi vous aider à mieux comprendre les autres. Alors, pour ce tirage, on se focalise bien sûr sur les 22 majeurs. Vous avez au préalable dressé votre liste d'archétypes, comme on vient de le faire. Là, j'ai mis les miens dessus par rapport à ce qui me parlait. Et comme je le disais, les archétypes que je leur donne aujourd'hui, peut-être que l'année prochaine, ils vont changer. Parce que personnellement, j'aurais changé, j'aurais évolué et ma vision des lames ne sera plus la même qu'aujourd'hui. Donc, je vous conseille de noter dans votre carnet de tarologue les 22 majeurs et de mettre un ou deux archétypes à côté avant de commencer ce tirage. Et pour ce faire, donc on va prendre les 22 majeurs et on va, comme toujours, hein, faire une petite, pas une baisse d'énergie, mais une baisse de régime dans le sens où on va retrouver un état calme, un état serein, etc. pour faire son tirage, parce qu'on n'est pas dans un tirage prédictif ou de divination, on est vraiment dans un travail d'introspection. Donc il faut qu'on retrouve un certain calme intérieur. Ça peut passer par une petite méditation de 2-3 minutes, par exemple. Et donc, une fois que c'est fait, on va se concentrer en mélangeant les cartes et on va en tirer 6. 6 cartes que l'on va placer de la manière que voici, que voilà. Donc, à travers les différents archétypes que je vous expliquais tout à l'heure, on va tirer une première carte qui va représenter justement le persona. Alors le persona, ça va être la question quand vous allez tirer la carte que vous vous posez en disant c'est comment est-ce que je me perçois, comment est-ce que le reste du monde me perçoit aussi. Et finalement,
comment est-ce que comment est-ce que ça m'affecte le fait que le monde me perçoit comme ça? Comment est-ce que ça me touche finalement cette vision que les autres ont de moi? Donc ça, toutes ces questions-là vont définir le persona. Ce sera la première carte que vous allez tirer. La carte numéro 2, eh bien, c'est l'ombre, c'est mon ombre, c'est l'ombre principale, parce que je vous ai dit, on en a plusieurs, donc là, on va en prendre une, c'est pour ça que j'ai mis l'ombre. C'est qu'est-ce que je cherche finalement peut-être à cacher, à ne pas montrer aux autres, ou alors qu'est-ce que je ne veux pas savoir sur moi-même qui pourrait être dérangeant, quoi. Qu'est-ce que je ne veux pas voir de ma personnalité? Qu'est-ce qui finalement me gêne ou qu'est-ce qui me fait honte finalement dans la société, dans ma famille, etc. Ça, c'est l'ombre. La carte numéro 3, alors vous voyez l'ombre, hein, elle est un petit peu décalée dans le tirage, elle est placée un petit peu en hauteur par rapport au persona, parce que c'est un petit peu ce qui vient se mettre en travers entre qui on est et comment le monde nous observe aussi, parce qu'on nous observe souvent à travers nos ombres. C'est très rare dans notre société moderne qu'on nous dise tu as très bien travaillé, tu es très positif, tu es très bonne communicante, tu es l'homme ou la femme parfaite. On va toujours nous faire remarquer nos défauts. Ça, c'est le problème du monde dans lequel on vit. Et donc, on nous voit le plus souvent à travers nos ombres. La carte numéro 3 et 4, qui sont en dessous finalement du persona, qui découle d'un petit peu de comment est-ce que je me perçois, eh bien, c'est cette perception, carte numéro 3, de l'anima. Quelles sont les qualités finalement qui sont remontées dans ma personnalité par rapport à ma part féminine? Et idem pour la carte numéro 4 avec l'animus. Quelles sont les qualités que ma personnalité montre par rapport à ma part masculine? Donc, on a ces deux cartes-là qui vont définir cet aspect-là. Peut-être que dans l'anima, vous allez avoir l'intuition. Peut-être qu'avec, je sais pas, la papesse, par exemple. Peut-être que dans la carte avec l'animus, on pourrait sortir le fameux petit prince, le chariot, ça pourrait être le fonceur. Tiens, on parlait d'un autre archétype. Le fonceur pourrait très bien être un archétype en lien avec le chariot. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça. Et puis la carte numéro 5, c'est le moi. Le moi, c'est demander au tarot comment est-ce que je peux trouver cette harmonie, comment est-ce que je peux trouver l'unité de mon être à travers, vous savez, la réconciliation, comme je disais tout à l'heure, de l'inconscient et du conscient en moi. Donc c'est comment est-ce que je vais pouvoir redevenir le moi incarné ici sur cette terre. Et à travers cette question, quelque part, le moi, ça va aussi définir le fait de connaître quels sont vos rêves véritables. Le moi profond, c'est quoi son objectif ici sur Terre? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il désire réellement? C'est quoi son rêve profond? Donc ça, c'est cette carte qui va vous révéler le moi. Et la dernière carte, vous savez, j'aime bien mettre des conseils dans les tirages. C'est un petit peu le but du tarot aussi, donc on va lui donner la parole. Et avec cette carte numéro 6, que j'ai mis un peu aussi de côté, vous voyez, par rapport, bien aligné avec l'ombre, eh bien c'est justement qu'est-ce que je dois retenir finalement de tout ça? Tu m'as parlé de mon cher tarot, tu m'as parlé du persona, de l'ombre, l'animal, l'animus, le moi. Ok, mais j'en fais quoi? Voilà, c'est le connaître, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce que je dois comprendre de ce que tu viens de me dire là, cher tarot? Qu'est-ce que je dois? Et quand je parle de comprendre, je veux dire apprendre, parce que le tarot, c'est bien ça aussi, c'est une prise de conscience, mais pour apprendre quelque chose. Donc voilà, c'est le conseil du tarot, c'est qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois apprendre par rapport à tout ce que tu viens de me dire. Voilà par rapport à ce tirage. Est-ce que ça vous parle? Et j'aimerais bien savoir si vous auriez envie justement d'utiliser ce type de tirage aussi pour aller plus loin dans votre introspection, non, comme ça qu'on dit, je ne Oui, sais plus. introspection. Introspection. Et puis à la reconnexion de votre moi, déjà dans un premier temps, avant d'atteindre le soi finalement.
Donc, je suis assez curieuse, comme toujours. Mettez-moi un petit mot dans le chat pour me signaler ça. Sympa ce tirage à faire. Alexa, merci pour ce message. Je crois qu'on a Et fait le tour, on a fait Alexandra le tour. aussi. On a fait le tour et on est allé un peu plus loin. On s'excuse pour le temps supplémentaire, hein. Merci de rester fidèle avec tellement de célérité à notre programme, même si on a débordé un peu que d'habitude. Et du coup, moi, je propose on passe à Au l'essentiel, tirage, le cadeau. le fameux cadeau, oui. Merci Véronique, très intéressant bien sûr. Cela peut éclairer qui nous sommes intérieurement, tout à fait. Ouais, exactement. Sandrine, oups, Sandrine, hop, Sandrine, elle est là. La voici, la voilà. Ça va tellement vite dans le chat que des fois je clique sur le mauvais message. Tirage très intéressant pour le connaître. Ben, avec plaisir. Sylvie, très parlant pour moi. Ben, c'est parfait. Vous allez vraiment pouvoir travailler avec ce type de tirage. Sève, intéressant et bon complément avec celui du miroir. Ouais, tout à fait, Sève. exactement. Tu as bien retenu la leçon. Bravo, un bon point pour Sève. Et Alexa qui nous remercie. Voilà, elle n'a pas le temps de rester avec non plus longtemps. C'est dommage parce que On l'on voit va. pas le temps passer. Non, elle te dit qu'elle ne On voit pas le va... temps passer. Ah, désolée, je suis C'est allée trop différent. vite. Tu t'es allé trop vite. Merci à vous. On ne voit pas le temps passer avec vous. Oui, Merci ben c'est beaucoup. exactement ça. Merci Alexa, c'est très gentil. Alors oui, je vous propose de faire ce petit tirage justement pour vous faire gagner un super cadeau. Alors, est-ce qu'on annonce le cadeau ou est-ce qu'on fait le tirage d'abord Alors et moi, on j'annonce annonce le le cadeau. cadeau? Annonce Alors le moi, cadeau. j'annonce le Allez, cadeau. vas-y. Allez. Alors aujourd'hui, on a envie de vous offrir pas une, mais deux formations. On va vous proposer deux formations. On va vous Un pack. proposer Un un mois. pack, deux, Un mois. deux formations. Une formation animée par Nathalie qui est sur les septénaires, qui permet donc de découvrir cette fameuse carte au trésor des arcanes majeures du tarot, et une formation complémentaire que j'anime moi cette fois-ci sur votre intelligence émotionnelle pour justement vous aider à travailler sur vos pardons, sur la compréhension de vos émotions, sur les archétypes, sur plein de choses. Donc aujourd'hui, c'est un pack de deux formations, une sur le tarot avec le septénaire et une complémentaire au tarot sur l'intelligence émotionnelle que l'on vous propose aujourd'hui. Alors, Vous êtes qui gâtés. va être l'heureux ou l'heureuse gagnante? Alors, comme d'habitude, vous avez été nombreux à chatter dans le chat, c'est super. Donc, je vais faire ma petite roulette de ma petite souris. Je ferme les yeux, roulement de tambour. Et là où ma souris s'arrête, eh bien, je vais désigner le nom du gagnant Grande, d'aujourd'hui. grande responsabilité pour la souris quand même, hein, Ah de oui, trouver. ma main droite tremble. Attention, je suis arrivée sur Sève. Sève, que voici le commentaire. Oh, génial, en plus le Ah ben en plus commentaire. ça tombe, le commentaire c'est génial. Voilà. Donc écoute, ben, bravo. Tu as donc un accès à la formation des septénaires que tu peux retrouver le descriptif sur le site www.tarotacademy.fr. Tu pourras voir, ça s'appelle Les Septénaires, je crois. Les Oui, Septénaires, la la carte carte au au trésor trésor. du tarot, exactement. Et tu as aussi un accès complet gratuit à la formation Intelligence émotionnelle que j'aurai le plaisir d'animer pour toi en vidéo. Donc les modalités, contacte-nous à travers Facebook ou Instagram sur le compte de la Nathalie Tarot Academy by chez Luna pour qu'on puisse te dire comment t'inscrire à ces formations et t'envoyer donc ton cadeau le plus rapidement possible. C'est ça. Bravo Donc, encore, Sève. bravo Sève. Bravo, wouh, youhou, wouhou, bravo pour Sève. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est il ou elle. D'ailleurs, Sève, tu nous diras. Moi, j'ai sur le petit nom, c'est Sève. Alors, Sève, G majuscule, tiret E. Donc voilà, on saura à la fois. Mais en tout cas, bravo à toi pour ce beau cadeau. N'hésite Je pas t'en donc prie. à nous transmettre les commentaires. Oui, ben, mais, voyez, regarde comment ils sont bienveillants, nos très chers fans de la tribu. Il n'y a pas de raison, c'est normal. Exactement. Félicitations à vous toutes et à vous tous. Vous êtes tous merveilleux. Et il y aura bien sûr, hein, vous savez, le camp d'été, c'est pas fini. Il y aura d'autres cadeaux encore à venir.
dans ce tour du monde autour du tarot jusqu'au 1er septembre, début septembre, voilà, pour participer à ça. On a déjà eu des cadeaux qui ont été distribués. Hein. Il y a eu cette première partie de formation dont je vous ai parlé en début d'émission qui a été gagnée. On a eu, je crois que c'était Véronique qui est ici avec nous ce soir, qui a gagné le pack avec... D'ailleurs, ton pack est parti, hein, petite parenthèse, message privé, ça doit arriver ton colis. Je vous avais présenté dans le guide de la voyance, vous savez, ce cahier de vacances sur le tarot. Il y avait un livre sur l'intelligence émotionnelle, etc. Il y a des livres de coloriage, il y a plein de choses dedans. Il y a un oracle aussi, surprise, que tu vas pouvoir découvrir dans ton paquet. Voilà, c'était un des cadeaux qu'on avait offert également. Donc voilà, et ce soir, donc, les formations donc, sur les septénaires et le pack avec l'intelligence émotionnelle aussi. Exactement. Eh bien, voilà, on a fait le tour. Et on te retrouve demain pour voyager au cœur du tarot et de la franc-maçonnerie, demain à 18h pour la suite du camp d'été. Tout à fait. Tu as bien raison de le rappeler. Tu avais préparé un visuel, je ne le savais pas. Et voilà, tu vois, tout est vrai. Donc demain, oui, on va faire un tour du côté de la franc-maçonnerie. Je vous parle souvent d'alchimie, je vous parle souvent de la Kabbale. Et bien là, je vais vous parler justement de ces petits détails, de ces petits symboles. Et on va aussi découvrir qui est le maître franc-maçon finalement parmi nos arcanes majeures du tarot. Donc ça, c'est au je programme. Crois savoir. Ah, ne te fie pas au persona. Hein. Je vais la retenir celle-là. En tout cas, j'étais ravie d'être avec vous ce soir. Encore bravo à Sève. N'hésite pas à nous contacter, donc à nous envoyer tes coordonnées pour que tu puisses bénéficier de ces 2 formations. Enfin, bravo encore à toi. Merci à vous toutes et à vous toutes 1000 fois, à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. On vous embrasse très fort. Je fais de gros bisous. À bientôt. Bye tout le monde. Bye Olivier. À demain. Bye Nathalie.